Merci. La nuit est remplie de sons heureux et la lune est lasse sur la rivière du ciel. Dans les profondeurs millénaires, il se reposait, et pendant son repos, la folie s'emparait des siens. Reggie a sorti 5000 vidéos en un an, In the Panda joue dans le prochain Disney, Durandal a racheté EuropaCorp, le Fossoyeur est payé 60 000 balles pour faire des mèmes sur YouTube. Lee Carion Rock ne s'est toujours pas excusé pour ses vidéos sur Johnny Depp. Un monde désolé, en proie aux insondables contradictions qui caractérisent la race humaine. Et lui, en son sein, il se reposait, attendant le moment idéal pour se réveiller. Il y a un an de ça, j'ai sorti ma deuxième vidéo sur cette chaîne qui s'appelait Lovecraft au cinéma. Dixon Arkham, c'est un film réalisé par Roger Corman en 63. MDR, la tristesse de la mise en scène, rentre chez ta mère. Cette vidéo, elle a eu pas mal de succès. Ouais, elle a fait 5000 vues, calme-toi. Oui, bon, bah, pour moi, elle a eu pas mal de succès, c'est bon. Et j'ai toujours voulu lui donner une suite, parce qu'on a beaucoup évoqué les difficultés rencontrées par les artistes pour adapter l'univers de Lovecraft. Un univers tordu, bousculant toutes les lois scientifiques et physiques qu'on a établies durant des siècles et qu'on a donc assimilées dans notre imaginaire collectif. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'univers de Lovecraft est si compliqué à adapter, mais ça, j'en ai parlé dans ma première vidéo. D'autant plus que Lovecraft revient vraiment à la mode ces derniers temps. Bon, c'était déjà le cas il y a quelques années, il y avait une tendance qui émergeait, mais là ça commence à toucher le cinéma, par exemple avec des films comme Underwater, que tout le monde a détesté, bon, moi j'ai pris mon pied devant, j'avoue. Ou encore La couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage, que bon, j'ai trouvé assez vulgaire et pas très intéressant. Et je vais commencer maintenant parce que sinon cette vidéo va durer 45 minutes. On va aller faire un tour du côté de nos amis italiens. Immédiatement, quand on pense film d'horreur italien, il y aura beaucoup d'entre vous qui vont penser au genre du giallo. Et dans ce genre-là, le maître, on le connaît, c'est Dario Argento. Dario Argento qui est peut-être le cinéaste qui a le moins bien vieilli de l'histoire du cinéma. Il a réalisé il y a quelques années un film qui s'appelle Dracula 3D, qui est terrible, qui est exceptionnel de nullité. Coucou, tu veux voir ma bite? Mais Argento, il a aussi réalisé des chefs-d'œuvre qui ont grandement contribué à la grandeur du cinéma italien. On pense par exemple au très connu Suspiria. Il y a aussi l'excellent film qui s'appelle Ténèbres, ou alors, il y a un de mes films préférés qui s'appelle Inferno, qu'il a réalisé et qui est génial, qui est magnifique. Esthétiquement, c'est sublime. Je peux que vous conseiller ce film. Et
Et du coup, Dario Argento, c'est le maître et le cinéaste phare du genre du giallo, qui est un mouvement cinématographique à la frontière entre cinéma policier, cinéma d'horreur et cinéma érotique. Concrètement, c'est tout ce qu'on aime. Grâce à lui et à d'autres références, comme par exemple Mario Bava, le cinéma d'horreur italien va très bien s'exporter et va devenir très très puissant. All trace of her existence. I shall return to torment and destroy throughout the nights of time! Et j'ai envie de vous parler d'un film assez méconnu qui est sorti durant cette période. Dark Waters est réalisé par Mariano Beino et déjà le réalisateur c'est pas un manchot. On le compare très souvent à une sorte d'hybride entre Argento et Bergman. Il a été honoré dans énormément de festivals et du coup, Dark Waters, c'est son premier long. Et ce qui est génial, c'est que dès l'introduction en voix off, le film se place dans un contexte d'horreur cosmique, qui dépasse largement l'humanité, qui dépasse les limites du monde tel qu'on le connaît. I am she that liveth and was dead. And behold, I'm alive forevermore, and have the keys of hell and death. Et donc l'imagerie du film convoque immédiatement ce à quoi on pense directement en pensant à Lovecraft. Des bougies, de la brume, un monastère isolé en haut d'une colline, une secte un peu étrange qui se livre à des rituels pour ressusciter un monstre inconnu. Tout y est, c'est un peu ce que faisait Roger Corman dans La Malédiction d'Arkham, sauf que là on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est très efficace, très bien filmé, très bien photographié, et surtout ça confère au film une sorte de charme, une sincérité qui vraiment fonctionne à merveille. What are you afraid of, Elizabeth? Are you afraid of this? L'histoire est simple, c'est celle d'une jeune femme, Elisabeth, qui est torturée, qui est angoissée et qui retourne sur une île isolée dans le monastère qu'a construit son père. Et dans ce couvent vont succéder des scènes hallucinées, des situations cauchemardesques, des incantations étranges, et tout ça servi par une magnifique réalisation. Ce qui va déterminer si ton adaptation est réussie ou pas, c'est le fait d'avoir pensé ta mise en scène avec des contraintes. Et quand t'adaptes Lovecraft, il y a énormément de contraintes. Et Dark Waters les prend tout en compte et en fait quelque chose de merveilleux. En fait, c'est un film plutôt étrange. Concrètement, le film est très beau, c'est un film très classe, très atmosphérique, qui parvient vraiment en 3 plans à nous immerger dans une atmosphère très macabre. Parce qu'il y a vraiment il y a un vrai malaise dans ce film. À travers ses décors, à travers le son et l'image, il n'y a rien qui est là par hasard, tout est très pensé, tout est très réfléchi. Ça passe vraiment par des partis pris, par exemple, à part la fin, il n'y a pas vraiment d'évolution des personnages, on est plutôt dans une balade, dans un univers très Lovecraftien. Le fait d'assumer immédiatement le côté cosmique et ensuite d'introduire très progressivement des éléments Lovecraftiens dans le récit, à travers des cris rauques derrière les murs, puis des hallucinations malsaines, puis finalement une sorte de culte mystique qui dépasse largement l'être humain. Pour moi, c'est quelque chose qui permet au film de coller totalement au mysticisme qui existe entre les mots de Lovecraft. Born from the union of human being and the mother of eternal sorrow. C'est pas un simple récit d'épouvante, c'est un récit sur un culte païen, sur une abomination de l'univers, où les dialogues et les interactions entre les personnages sont réduits au minimum pour laisser l'atmosphère prendre toute son ampleur. Dark Waters, comme le fait très souvent Lovecraft, conjugue à la fois le cosmique et l'intime en nous donnant un personnage principal qui va être confronté à des choses inexplicables. Personnage très rationnel au début, puis au fur et à mesure qu'il est confronté à l'inimaginable, va commencer à sombrer dans la déraison, dans la folie. Ça, c'est un personnage totalement Lovecraftien. Les personnages de Lovecraft, c'est des personnages très rationnels qui ne croient pas à l'inexplicable, qui y sont confrontés et qui deviennent fous à partir de ce moment. Et comme ce personnage, nous sommes plongés dans un rêve langoureux, un cauchemar obscur que nous traversons sans jamais vraiment le saisir. Et il ne reste plus qu'à se laisser porter, en espérant un jour revoir la lumière. Ma fille, n'aie aucune crainte. Nous avons abaissé notre éclat et adopté la langue des hommes
car arrive le moment où nos voix seront entendues de tous. Les mers autrefois chaudes et parfumées sont devenues rouges du sang des mortels. Les guerres et les maladies obscurcissent leur esprit et ravagent leur terre. Au milieu du chaos, nous ne détournerons pas les yeux. Bientôt, nos messagers annonceront la paix et le réconfort sur terre. Pour toi, Homère, fils d'Orphée, le plus ancien des bardes, va fondre en un ensemble glorieux toute la beauté que le monde a connue. Chacune de ces notes, chacun de ces mots apporteront à ton âme paix et sérénité, toi qui dans tes soupirs as deviné que les dieux ne sont jamais morts. Ekrotalon topanantiaki, sonte bromosolon, ureate kehenta, kai hyljente senoloi, kai sumenuto kai röyt, te haitama pasai. Ces mots porteurs d'espoir appartiennent à une époque lointaine, mais qui n'est pas encore révolue. Trop longtemps, nos voix sont restées silencieuses. Avant la fin de ta vie, un de nos messagers annoncera notre venue. Alors nous guérirons la terre de sa laideur et nous effacerons toute anomalie de l'histoire de la création. Je suis terriblement navré, Henri. Il n'y avait rien à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai du cas. Il n'en est pas question. Vos expériences sur les cadavres sont connues extrêmement impopulaires, Dr. West. N'incluez pas ma famille dans vos blasphèmes. La perte d'un être cher est une épreuve que beaucoup d'entre nous traversent ces derniers mois. Mais Karl était un homme bon. Toute sa vie, il a honoré les anciens et les nouveaux dieux. Ils l'ont rappelé à eux, dans un endroit bien plus accueillant que cette terre. Vous honorez la mémoire de votre frère. Un enterrement est un luxe que peu peuvent s'offrir ces derniers temps. Sous terre ou dans la rue, un mort est un mort, monsieur. Je ne vois pas de luxe à nourrir les vers plutôt que les rats, excusez-moi. Vous savez, j'ai beaucoup parlé de ce qui faisait le génie de Lovecraft. Dans Intercuts, on s'est jamais vraiment attardé sur la vie de Lovecraft, et ça me semble parfait. Est-ce là ce que vous avez fait du monde durant mon sommeil millénaire? YouTube est un endroit damné au grand ancien. Votre créateur m'a chargé de vous réveiller lorsque tout espoir aura disparu. Mon créateur? Oui, je me souviens de lui. Mon créateur, Howard Philip Lovecraft, est né en 1890 dans l'état de Providence, malade et misanthrope, en proie à des terreurs nocturnes et traumatisé par les troubles psychiques qui ont frappé et tué ses parents. Il a fait de sa haine de la modernité une œuvre placée sous le signe de la peur, dans laquelle l'homme se voit confronté entre autres à un panthéon de dieux cosmiques
Et Lovecraft mêle les peurs et angoisses très terre-à-terre du monde moderne et l'horreur absolue d'immensité cosmique dépassant de loin les hommes. C'est pas très intéressant les biographies comme ça, on est d'accord? Eh ben écoutez, je vous propose quelque chose. On va parler d'un documentaire. Un documentaire sur Lovecraft. Mais pas n'importe quel documentaire. Un documentaire appelé le cas Howard Phillips Lovecraft. Vous n'écrivez même pas. À votre âge, on a généralement la sensation d'avoir la vie devant soi. C'est un peu angoissant, mais c'est enivrant aussi. Vous sentez que ça n'ira pas. Si je peux me permettre, je vois pas bien à quoi ça sert de dire que quelque chose n'est pas intéressant si tu nous le montres quand même. Mais parce que ce film est très loin d'être une simple biographie. En fait, ce documentaire épouse complètement l'œuvre de Lovecraft et devient une sorte de docu-fiction sous forme de plongée mentale dans la psyché de l'auteur. On va pas avoir d'informations factuelles énoncées comme un exposé, ce serait pas très intéressant. Non, là on va avoir un vrai travail sur le fond et sur la forme. Un tremblement de terre vient de ramener les fonds sous-marins à la surface, et vous, le naufragé, vous abordez ce nouveau continent inconnu. Et les décors, les situations sont ultra glauques, c'est assez étrange pour un documentaire, et du coup ça colle totalement aux écrits de Lovecraft. Tout comme la narration, les romans de Lovecraft sont rarement narrés de manière très chronologique, ils vont souvent faire des allers-retours, des flashs dans le passé, dans le futur, etc. Ben là c'est pareil. Vous dites... La peur est la première et la plus puissante des émotions humaines. Et la première des peurs, la plus puissante de toutes, est la peur de l'inconnu. Et surtout, et ça c'est un parti pris génial, toute l'histoire de l'homme qu'est Lovecraft est racontée à travers le point de vue de Lovecraft, l'artiste. Du coup, en fait, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt une sorte de poème fantastique, horrifique, très Lovecraftien. Il y a quelque chose de très mélancolique, notamment dans cette voix off, mais aussi dans le fait de suivre Lovecraft comme si c'était un personnage de fiction, dont on suit le parcours et l'évolution. Et c'est hyper sombre, hyper inquiétant, c'est bourré de troubles psychiques, de monstres innommables, bref, tu peux difficilement faire plus Lovecraftien. Alors évidemment, ceux qui connaissent déjà Lovecraft par cœur ne vont pas y apprendre grand chose, mais ils pourront plonger 45 minutes dans un univers sans concession, qu'ils affectionnent, et qui est extrêmement réussi. C'est à cela que vos rêves vous ramènent, nuit après nuit. Et c'est à cette source affreuse que vous allez puiser assez d'énergie pour construire une œuvre gigantesque. Et ceux qui sont un peu moins familiers avec l'univers de Lovecraft peuvent aussi se jeter dessus, parce que comme ça, du coup, ils apprendront à quoi ressemble un écrit ou un film Lovecraftien. Et surtout, c'est un documentaire qui dit énormément de choses. C'est pas un homme irréprochable, Lovecraft, c'est un homme qui est profondément malade, qui est à la limite du racisme et de l'antisémitisme dans ses écrits. À moins qu'il rejette juste l'entièreté de la race humaine, hein. Mensonge. C'est une fausse légende, un mythe. Le créateur était solitaire par choix, par défaut, je ne le saurais jamais. Mais s'il n'a jamais goûté la vie en société, il profitait de son propre cercle. Quelques années après l'appel de Cthulhu, un cercle se forme autour du mythe et de nombreux écrivains réinterprètent ou exploitent l'univers mis en place par Lovecraft au grand plaisir de celui-ci. En plus de participer à l'expansion du mythe, ces nouvelles étaient parfois même reprises par Lovecraft lui-même. Il a toujours été ouvert à l'interprétation de son œuvre par d'autres talents littéraires. Voilà, alors gardez peut-être ça en tête, parce que c'est le seul défaut de ce documentaire. Il sacrifie peut-être parfois la subtilité et la mesure sur l'autel de l'esthétique. Parce qu'en fait, rendre Lovecraft sombre, seul, torturé, qui crache sur ses semblables, ça fait de lui un héros de fiction fascinant, mais la réalité, elle était peut-être un peu plus nuancée. Je pense que Lovecraft se considère en fait comme un pion, un simple messager obscur, une comète perdue entre deux espaces, perdue dans l'immensité du temps. Mon père est mort, ma sœur est morte, personne n'est venu. Mais ce n'était pas un rêve. Ils seront bientôt là. Ils seront bientôt là.
Tous les poètes de la ville sont conviés au manoir Bennett cet après-midi. Forte récompense. Concours de poésie organisé par Marcia Bennett. Tous les poètes de la ville sont conviés au manoir Bennett cet après-midi. Forte récompense. Concours de poésie organisé par Marcia Bennett. Vous le savez, la littérature a un atout énorme sur le cinéma pour lequel le budget détermine souvent la faisabilité d'un projet. C'est peut-être ce qui rend la littérature si pure. Aucun mot ne coûte plus cher qu'un autre. Aucun. Par exemple, là, le petit Louis de... Et quand il a tapé avec ses sales doigts de merde sur son putain de clavier de merde. Et il a dit, vas-y, lis ça. Oui, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. La nouvelle phare de Lovecraft, c'est l'appel de Cthulhu. Et si jamais on veut réaliser l'appel de Cthulhu au cinéma, ça prendrait des millions, des centaines de millions de dollars pour magnifier cette œuvre. Et dans la littérature, ça ne coûte rien. C'est gratuit, pas kebab. Oh putain. My kebab. Alors quand en 2004 est annoncée la production d'un moyen-métrage basé sur cette nouvelle, produit par des fans et doté d'un budget de 50 000 $ environ, ce qui est ridicule, qui sera tourné en noir et blanc et qui sera un film muet pour coller à l'époque du récit qui se déroule en 1926, on peut légitimement avoir peur d'un truc ultra kitsch qui risque fort d'être assez ridicule. À l'origine de ce film, il y a une association de fans de Lovecraft, dont je vous ai déjà parlé dans la première vidéo, qui s'appelle HPLHS, et il y a surtout un réalisateur qui s'appelle Andrew Lehman qui va concrétiser le projet. Il adapte donc l'appel de Cthulhu, une nouvelle qui laissait la part belle au dialogue, en film muet, en noir et blanc. Mais également sans aucun effet visuel qui n'existait pas déjà à l'époque du récit en 1926. Ok, mais du coup, avec un tel budget et autant de contraintes, comment montrer l'indicible et le gigantisme Lovecraftien? Pour répondre à ça et pour éviter de vous spoiler le film, on va s'attarder sur une seule séquence. C'est une séquence du dernier tiers du film, lorsque Johansen et son équipage découvrent l'île sur laquelle Cthulhu repose depuis des millénaires. L'équipage dut deviner sans aide qu'il y avait là quelque chose qui n'était ni de notre planète, ni d'aucune autre planète sensée. Comment tu peux adapter une phrase pareille? Il n'y a aucune information visuelle, il y a juste du ressenti de l'horreur. Andrew Lehman, il a une petite astuce toute simple mais qui fonctionne très bien, qui est le cadrage. Il passe d'un plan fixe au cadrage somme toute très classique, à un plan décadré, étrangement serré. Et ça suffit, ça suffit à nous montrer un changement de perception, un bouleversement de la réalité, un passage vers un autre monde, vers un autre univers. Sur cette île se trouve un portail gigantesque que Lovecraft décrit ainsi. Dans cette vision fantastique de distorsion prismatique, il se déplaçait de manière anormale en suivant la diagonale, si bien que toutes les règles de la matière et de la perspective en paraissaient bouleversées. Bon, t'es réalisateur, tu lis ça dans un bouquin, tu dis j'ai rien vu, on va mettre un grand portail quoi. Des phrases comme ça, c'est la crainte, c'est la plus grande peur de tous les cinéastes qui adaptent un bouquin. Les limitations techniques de l'appel de Cthulhu forcent Andrew Lehman à réfléchir un peu, et du coup à utiliser énormément de maquettes et d'incrustations pour accentuer ce côté illogique. Bon, alors évidemment, le gigantisme est un peu moins présent. Mais on a quand même conscience qu'on est sur quelque chose qui n'a aucun sens. Cette île n'a aucune symétrie, cette île n'appartient à aucune loi physique, et c'est bien montré dans le film. On comprend bien ce qui se passe avec des procédés qui datent donc d'avant 1920, parce que les maquettes ça existait bien avant. Et enfin, Cthulhu se réveille et Lovecraft met en scène l'arrivée d'un des monstres les plus connus du fantastique. Des 6 hommes qui ne regagnèrent jamais le navire, 2 moururent de terreur en cet instant maudit. La chose ne peut être décrite, il n'existe pas de langue pour raconter de tels abîmes d'une démence aiguë et immémoriale, de telles contradictions surnaturelles de la matière, des forces et de l'ordre cosmique. Son arrivée est hyper glaciale, hyper théâtrale, et c'est très fidèlement reconstitué dans le film, avec du stop motion, qui est donc pareil, une technique qui existait avant 1926.
tu vas avoir des plans fixes, du cadrage assez serré, du cadrage assez simple, montage assez sobre, assez classique. En fait, Andrew Lehman se met totalement au service des mots de Lovecraft. C'est un peu le serviteur de Lovecraft. La théâtralité est très présente dans la nouvelle et est conservée avec le jeu des acteurs, qui repose énormément sur la déformation des visages, et là on peut vraiment voir que la peur se lit sur les visages déformés, et que Cthulhu reste dans l'ombre par un habile jeu des décors. Pari réussi, la séquence reste très efficace. En s'attaquant à l'une des nouvelles les plus ambitieuses de Lovecraft, il a su adapter sa mise en scène aux contraintes, et il a parfaitement répondu à la question comment filmer avec un tel budget une des séquences les plus gigantesques de la littérature fantastique, par des astuces et des procédés techniques comme les maquettes et le stop motion, et un sens de la mise en scène indéniable. Il n'y a rien qui ne soit pas au service de l'ambiance dans ce film, et c'est là le signe d'une compréhension totale de l'auteur. Il y a d'autres séquences qui fonctionnent parfaitement, dont je vais pas vraiment parler, mais le film dure 50 minutes, il est très réussi, c'est une curiosité. Vraiment, l'univers de Lovecraft est respecté à fond. On retrouve l'indicible Lovecraftien vraiment, et le noir et blanc fonctionne à merveille. Il y a une très belle photographie, hein. Franchement, pour des techniciens amateurs, c'est assez fou. Il y a l'atmosphère, il y a des séquences assez hallucinantes. Moi j'ai été scotché par une séquence quand ils arrivent dans un clan d'indigènes, c'est vraiment une séquence très réussie aussi. Je vous conseille ce film et je serais très curieux de voir ce que vous pouvez en penser, ça se regarde très facilement. En mon sommeil, d'autres images me sont venues, des images cinématographiques, un parchemin, des flammes, du vent, des ombres sur le mur. Il s'agit de rendez-vous avec la peur. Son personnage principal est un incrédule, un petit sceptique, qui petit à petit, à force de rationalité, va essayer de prouver que le mal n'existe pas. Bien sûr, Rendez-vous avec la peur est un très grand film de Jacques Tourneur que certains d'entre vous connaissent peut-être avec Stars in My Crow qu'il a réalisé. Et avec Rendez-vous avec la peur, il se penche aussi sur le pouvoir de fascination qu'exerce la peur, et c'est aussi un film très Lovecraft. Bertrand Tavernier avait des mots très justes sur Tourneur qui montrent à quel point c'est un auteur aussi très inspiré par Lovecraft. Chez Tourneur, la plupart du temps, la victoire est minime, les ombres demeurent, et pratiquement rien n'a été résolu. Les héros vivront avec leur angoisse. Ils auront simplement appris qu'il y a des puissances extérieures, des forces surnaturelles, et ils devraient en tenir compte. Et ça, ce personnage rationnel qui devient fou après avoir été confronté à l'horreur, c'est très Lovecraftien. J'ai vu le choix entre deux thèmes, entre le héros solitaire au cinéma et... Non mais mec, t'as 3 mots à retenir. L'apocalypse au cinéma. Et comme toujours, c'est vous qui choisissez de quoi traitera la prochaine vidéo dans les commentaires. J'ai aussi vu un manoir, un enfant ayant reçu un message des dieux frappé par la folie. Elle attend une poésie, un signe divin, une purification annoncée. J'ai vécu des vies sans nombre. J'ai sondé du regard toute chose, et je me débats, et je crie jusqu'à l'aurore, poussé à la folie par l'effroi. J'ai tournoyé avec la terre, à l'aube des temps oubliés. Merci. Une lune amicale, luisant parmi les arbres, masque les ravages,